The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. We vous assois. Bonjour à tous. L'audience est ouverte. Madame le greffier d'affaires et d'audience, appelez l'affaire, s'il vous plaît. Thank you, Madam President. Le greffier d'audience, merci Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire, le procureur contre Laurent Gbagbo, ICC 02 11 01 11. Je vous remercie. Nous avons trouvé une solution pour vous accorder les minutes supplémentaires. Vous avez le temps maintenant et si jamais vous en avez besoin, 15 minutes après la dernière session du soir. Hein? Pas une seconde de plus, parce qu'à ce moment-là, vous perdez le juge et il y a d'autres obligations à la Cour. Et merci, Madame le Président. Vous aurez aussi le temps d'intégrer toute la réponse. Vous avez la parole. Merci, Madame le Président. Maître Fovo Ivanovic va continuer son intervention sur la responsabilité. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, nous avons vu hier que le président Gbagbo, en raison d'une profonde division des FDS, n'exerçait pas de contrôle sur ses forces. Il en avait encore moins sur les miliciens et les mercenaires. Quant au contrôle exercé sur les miliciens, le procureur allègue qu'ils étaient contrôlés par Blé Goudé et que le président Gbagbo avait un contrôle sur ce dernier. Blé Goudé avait une certaine autorité auprès de jeunes. D'ailleurs, il serait plus juste de dire que les jeunes avaient de la considération pour lui. Les jeunes l'appréciaient, le considéraient, mais il n'était pas sous son contrôle. Rappelons d'ailleurs que le procureur n'a même pas démontré qui étaient des miliciens. Logiquement, il ne peut donc démontrer qui les contrôlait. Par ailleurs, le procureur allègue que le président Gbagbo aurait exercé le contrôle sur les miliciens et les mercenaires à travers la chaîne de commandement des FDS. Afin d'exercer un tel contrôle, le président Gbagbo aurait dû se servir du ministre de la Défense. Or, le ministre de la Défense a appris l'existence des miliciens et des mercenaires par la presse. Il ne les a jamais vus. Mieux encore, il affirme: les FDS n'ont eu recours à aucun milicien ou mercenaire. Pièce de la Défense, 1273, page 1293. Absence d'obéissance automatique au président Gbagbo. Le procureur allègue que l'exécution des crimes était rendue possible grâce à l'obéissance quasi aveugle aux ordres du président Gbagbo et avance dans le paragraphe 86 du DCC que le président Gbagbo et son entourage étaient convaincus que leurs subordonnés, y compris les auteurs directs des crimes en question, disposaient de suffisamment de moyens et obéiraient à leurs instructions. À titre liminaire, il faut dire que l'allégation selon laquelle le président Gbagbo et son entourage étaient convaincus que leurs subordonnés avaient des moyens et leur obéiraient ne signifie pas que leurs instructions et ordres, pour autant qu'ils existaient, étaient exécutés de manière quasi automatique. Ils auraient pu en être convaincus sans que cela soit le cas dans la réalité. L'élément cognitif aurait eu son importance si le procureur avait démontré les motifs substantiels de croire que le président Gbagbo exerçait un contrôle effectif sur les forces de défense et sécurité et que celles-ci exécutaient ses ordres de manière automatique. Or, le procureur ne nous a présenté aucun élément susceptible de démontrer que les ordres du président Gbagbo, pour autant qu'il les ait donnés, étaient exécutés automatiquement. D'ailleurs, on n'a pas d'éléments des ordres. Les éléments par lesquels le procureur tend à prouver l'exécution quasi automatique des ordres démontrent les moyens dont les dites forces disposeraient, mais ils ne démontrent nullement la manière dont elles exécutaient les ordres. Et comme je viens de dire,
Le procureur ne nous a apporté la preuve de moindre ordre lié aux événements incriminés et plus généralement à la crise post-électorale que le président Gbagbo aurait donnée. Le procureur a également failli à apporter les preuves suffisantes concernant les éléments de la contribution. Aucun acte ou comportement du président Gbagbo n'a été destiné à contribuer à un plan commun, qui d'ailleurs n'a pas existé. Au contraire, le président Gbagbo œuvrait dans l'esprit de négociation et de la réconciliation pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans la présente affaire, la contribution du président Gbagbo consisterait en définition ou adoption du plan commun et comportement destiné à encourager la commission des crimes, paragraphe 74 du DCC, création d'une structure chargée de mettre en œuvre le plan commun, paragraphes 75 et 76 du DCC, armement des forces pro-Gbagbo, paragraphe 77 du DCC, coordination de la mise en œuvre du plan commun, paragraphes 78 et 79 du DCC, et instructions relatives à la mise en œuvre du plan commun, paragraphes 80 à 84 du DCC. Le procureur allègue aussi la contribution coordonnée par d'autres intervenants. La contribution des autres intervenants, bien qu'elle puisse être attribuée à l'accusé, ne peut constituer la contribution essentielle de l'accusé, nécessaire pour la commission du crime dans le cadre d'une coaction. La défense reviendra ultérieurement sur le prétendu plan commun et démontrera qu'aucun plan commun, et surtout pas celui détruit par le procureur, n'a existé. De ce fait, le président Gbagbo n'a pas pu l'adopter ou le concevoir. Absence de création d'une structure. Puisqu'il n'y avait pas de plan commun, le président Gbagbo ne pouvait créer une structure chargée de mettre en œuvre ce plan inexistant. Nous avons déjà démontré qu'aucune organisation en charge de mise en œuvre d'une politique prétendue n'a existé. Toutefois, nous allons analyser les allégations du procureur afin de démontrer les incohérences et les contradictions dans la démonstration du procureur. Dans le paragraphe 75 du DCC, le procureur affirme que le président Gbagbo a créé une structure au sein du gouvernement et des forces de défense et de sécurité qui lui a assuré un contrôle absolu. Nous rappelons que le président Gbagbo était le président de la République, ce que même le procureur a reconnu lors de l'audience du 22 février dernier, et au terme de la constitution ivoirienne, il devait avoir un contrôle sur le pouvoir exécutif et sur les forces armées. Cependant, comme nous avons déjà démontré, dans la période de crise, lorsque les troubles et les désordres ont éclaté, il n'avait pas de moyens à exercer un contrôle sur ces éléments. Les forces de défense et de sécurité étaient profondément divisées pour des raisons politiques. P9 0011 04 82 page 04-88. Et la communauté internationale s'est bien efforcée à enlever au président Gbagbo le peu de contrôle qu'il avait après avoir armé et soutenu militairement les rebelles. Les preuves du soutien de la communauté internationale aux rebelles, c'est le document 0018 0714, page 0715, 0018 0727, et pièces de la défense 2381, 1618 et 0917. Dans sa tentative de démontrer que le président Gbagbo a mis en place une structure particulière, le procureur se réfère à un ordre donné au ministre de la Défense de recruter 2000 soldats. Cet ordre, qui aurait été donné avant les élections, n'avait aucun lien avec la crise post-électorale. Il faisait suite à une demande du chef de l'état-major du complètement des effectifs parce que celui-ci se plaignait de ne pas disposer de suffisamment d'effectifs
et de devoir utiliser les sous-officiers comme des sentinelles. 0011 05 29, page 05 30 à 05 32. Les personnes recrutées à cette occasion étaient lors de la crise post-électorale en formation et ne pouvaient être engagées. De plus, même lorsqu'ils avaient terminé leur formation, ils ne pouvaient être utilisés car il n'y avait pas d'armes. 0011 05 29, page 05 33, 05 34 et 05 36. Quoi qu'il en soit, le recrutement de jeunes soldats dans une armée régulière et suivant les procédures régulières et légales ne démontre pas la mise en place d'une structure particulière. Aucune preuve ne laisse entendre que le président Gbagbo serait intervenu d'une manière quelconque dans le choix des jeunes qui étaient recrutés, ou qu'il avait exigé que ce choix soit fait selon les critères particuliers. Finalement, l'initiative pour ce recrutement ne venait pas du président Gbagbo, mais du chef de l'état-major. Le procureur allègue aussi que le président Gbagbo s'est assuré la loyauté de Blé Goudé et cite à ces fins, dans le paragraphe 75 du DCC, les documents datant de 2004 et 2007, sans qu'il ait démontré le moindre lien entre ces documents et les événements qui ont eu lieu entre 2010 et 2011. Quant aux moyens financiers que certains leaders des groupements patriotiques avaient reçus, les documents du procureur attestent le paiement des sommes plutôt modestes, mais surtout sans aucune indication des raisons de ces paiements. Rappelons que le mouvement patriotique organisait des manifestations et des meetings et que ces activités tout à fait politiques et légales demandent un certain soutien financier. S'agissant des instructions que le président Gbagbo aurait données afin de continuer le recrutement des jeunes lors de la crise post-électorale, le procureur déforme les propos de son propre témoin. Le procureur allègue que le président Gbagbo a enjoint à Blé Goudé et au général Mongou de continuer à enrôler des jeunes miliciens au sein des forces de défense et de sécurité. Cette allégation est fondée sur le témoignage du P11 qui n'a jamais dit rien de tel. Tout d'abord, P11 ne s'est jamais référé aux jeunes miliciens, mais aux jeunes gens. Témoin P11 mentionne un appel fait par le chef de l'état-major en présence de Blé Goudé, mais il explique que le chef de l'état-major s'est plaint du manque d'effectifs. Finalement, et le plus important, P11 ne sait rien sur un éventuel rôle du président Gbagbo dans cet appel. Il n'en sait rien. Pour lui, il s'agit d'une évidence que le président de la République devait être d'accord. Il présume que le président Gbagbo devait être au courant. Mais à aucun moment il ne suggère que l'initiative de cet appel venait du président, et encore moins que le président Gbagbo l'a ordonné. 0016 03 72, page 03 74. Tout comme il déforme les propos du témoin, le procureur dénature le contenu des documents. La note d'information adressée au président Gbagbo, qui aurait été adressée au président Gbagbo, il s'agit du document 0018 0059, ne démontre en rien que le président Gbagbo a surveillé le recrutement des jeunes. En fait, cette note le démontre le contraire. Cette pièce démontre que ces jeunes ne combattaient pas pour le président Gbagbo et que le dit recrutement n'était pas autorisé par les autorités ivoiriennes. Cette note d'information informe le président Gbagbo que, je cite, « Des attaques à l'ouest
Bongolo et Duekwe sont à l'évidence le fait de bandes dont la plupart des éléments sont issus des groupes d'autodéfense, jadis organisés pour la défense du territoire national, mais qui prennent désormais prétexte de la non-satisfaction de leurs multiples revendications pour servir comme coupeurs de route, si ce n'est comme alliés de rebelles qu'ils avaient combattus. 0018, 0059, page 0060. Cette pièce dit exactement le contraire de ce que le procureur avance. Elle dit que différents groupes disparates, dont certains liés aux rebelles, recrutaient les jeunes dans le seul but de semer le désordre. Bien que l'existence même de mercenaires dans l'armée ivoirienne ne soit pas suffisamment étayée, la défense souhaite réfuter également l'allégation du procureur selon laquelle le président Gbagbo aurait surveillé le recrutement de mercenaires. Cette allégation est fondée sur une fiche du 1er mars 2011, document 0018 0067. Nous ne savons pas qui est l'auteur de cette fiche, qui en est le destinataire, et rien dans cette fiche ne permet de dire qu'elle soit jamais parvenue au président Gbagbo. Par ailleurs, si cette fiche contient des propositions, encore une fois rien, mais vraiment rien dans le dossier ne laisse entendre que cette proposition ait été acceptée. L'autre document, qui est la pièce principale à charge pour lier le président Gbagbo au recrutement des mercenaires, est une note manuscrite relative à une réunion chez un ministre le 28 avril 2010, pièce 0018 0084. Elle est très intéressante, cette note. Seulement, elle aussi, elle dit exactement le contraire de ce que le procureur avance. Cette réunion a eu lieu chez le ministre Anaki. Est-ce que le procureur vous a dit qui est le ministre Anaki? Le ministre Anaki était dans un passé assez lointain membre du FPI, mais il a ensuite, dans les années 2003-2004, créé son propre parti, Mouvement des forces de l'avenir, qui faisait partie du RHDP. On retrouve le ministre Anaki dans un des gouvernements de réconciliation formé en 2005 en tant que ministre des Transports, pièce de la Défense 1241, page 1244, et ce document indique clairement que le ministre Anaki était membre d'opposition. En soi, la réunion chez le ministre Anaki ne pouvait nullement avoir pour objectif un recrutement pour le compte du président Gbagbo. Elle ne pouvait avoir pour l'objectif que de recruter pour le compte d'Alassane Ouattara. Mais il y a pire. Lorsqu'on lit attentivement le document, on s'aperçoit que le RHDP projetait d'organiser une marche, qu'il projetait aussi de la déstabiliser, et à ces fins, il devait recruter 40 mercenaires libériens. Il faut avouer que le plan est assez machiavélique, mais le président Gbagbo n'y est pour rien. Ce sont ses opposants qui recrutaient des mercenaires libériens. Après avoir attribué au président Gbagbo les miliciens alliés des rebelles, le procureur lui impute aussi les mercenaires recrutés par le RHDP. Or, le président Gbagbo n'a aucun lien ni avec les uns ni avec les autres. Ce procédé même souligne la faiblesse de la preuve du procureur. Absence d'armement. Voyons maintenant les allégations concernant l'armement. Dans le paragraphe 77 du document amendé de notification des charges, le procureur prétend qu'il y avait une énorme cache d'armes et de munitions au sous-sol du palais présidentiel. Cette cache d'armes,
la preuve principale de cette cache d'armes est une lettre du président du comité de conseil de sécurité concernant la Côte d'Ivoire. Et selon cette lettre, l'ONUCI aurait saisi dans la résidence du président Gbagbo d'importantes quantités d'armes et munitions après son arrestation. Document 0021 01 25, page 01 60, paragraphe 142. Seulement, ce document atteste dans ce même paragraphe 142 que l'ONUCI aurait transmis ces armes aux forces nouvelles sans en garder la moindre trace, ce qui veut dire qu'aucune preuve tangible et concrète de ce dépôt d'armes n'existe. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser la question pourquoi l'ONUCI, créée par les Nations Unies, aurait transmis les armes qu'elle aurait saisies aux forces nouvelles qui se trouvaient comme toute force armée ivoirienne sous l'embargo des Nations Unies. Mais il y a une autre question qui se pose logiquement. Pourquoi le président Gbagbo aurait gardé les armes et la munition à la présidence pendant que ses forces et leurs commandants n'arrêtaient pas à se plaindre qu'ils n'avaient pas suffisamment d'armes et de munitions? Si vraiment il y avait une cache d'armes remplie d'armes à la présidence, il peut y avoir une seule raison pour laquelle elle a été trouvée. Le président Gbagbo ne voulait pas utiliser ces armes. Et quelles preuves avons-nous sur les achats d'armes? Conformément aux allégations du procureur, le président Gbagbo aurait chargé avant les élections ses subordonnés d'acheter les armes à l'étranger. Effectivement, il y avait un trafic d'armes pendant la période des troubles qui ont commencé en 1999. Mais faut-il rappeler que l'armée ivoirienne s'est trouvée pratiquement sans moyens face à une rébellion bien et constamment armée. Documents 0025, 0078 et 0018, 07, 27. Tout d'abord, nous soulignons que ce trafic d'armes a eu lieu bien avant les élections et n'a aucun lien avec les événements auxquels le procureur s'intéresse dans cette affaire. Mais ce qui est encore plus intéressant, rien ne permet de lier le président Gbagbo à ce trafic d'armes. Certes, il était le président de la République, et l'on peut supposer qu'il savait que certains fonctionnaires et officiers achetaient des armes. Seulement, nous sommes dans une procédure pénale et les suppositions ne suffisent pas. Il faut apporter des preuves. Or, rien n'indique que le président Gbagbo avait une connaissance quelconque de ce trafic d'armes. Le groupe des Nations Unies chargé d'enquêter sur l'armement de la Côte d'Ivoire n'a pas trouvé de traces de transactions qui auraient été effectuées par la présidence. Document 0021, 0125, paragraphe 59. Il ressort effectivement des informations récoltées par ce groupe que certains fonctionnaires haut placés dans le pouvoir du président Gbagbo étaient impliqués dans le trafic d'armes. Et je mets l'accent sur le mot trafic. Ces fonctionnaires sont bien identifiés. Il s'agit des généraux Bredou et Kassaraté. 0021, 0125, annexe 7, page 0223. Ces deux généraux n'ont jamais été inquiétés par le nouveau pouvoir et étaient récompensés par des postes dans la nouvelle administration. Pièces de la Défense, 1561 et 1562. La fidélité de ces deux généraux au président Gbagbo était toujours douteuse et leurs actions n'étaient pas forcément liées à la politique du président Gbagbo. 0016 0256, page 0265 et 0279 et 0014 02 04, page 0221. En tout cas, le procureur n'a présenté aucun élément probant
qu'ils avaient agi sur les ordres du président Gbagbo. Il n'a d'ailleurs présenté aucun élément probant que le président Gbagbo était au courant de leurs transactions. Il n'a présenté aucune preuve que les armes qu'ils se sont procurées étaient mises à la disposition des forces loyales au président Gbagbo. Comment peut-on savoir que ces armes n'ont pas servi aux rebelles? Je vous rappelle qu'il s'agissait du trafic d'armes. Les armes pouvaient être destinées à n'importe qui. S'agissant du prétendu achat d'armes après les élections, on n'a aucune preuve. Au contraire, les éléments de preuve présentés démontrent qu'aucune transaction n'a été faite après le 28 novembre 2010. Document 0021 0125, page 0146 0147. On a juste une note qui indiquerait que le président Gbagbo, par l'intermédiaire d'une personne inconnue, aurait demandé les armes auprès du président de la République démocratique du Congo. Document 0018 02 64. Mais quelle est la valeur de ce document dont l'auteur est complètement inconnu? Est-ce que le procureur est allé s'enquérir auprès du président du Congo pour savoir si celui-ci avait jamais reçu une telle lettre? A-t-il essayé de savoir qui a écrit ce document? Il aurait dû le vérifier, mais il ne l'a pas fait. Ce document n'a aucune valeur probante. D'ailleurs, nous ne savons même pas s'il est authentique. Le président Gbagbo est au courant que les forces de défense et de sécurité n'avaient pas assez d'armes et de munitions, mais le procureur n'a fourni aucune preuve qu'il avait procédé aux armements de ses forces pendant la crise post-électorale. Les preuves présentées ici démontrent que lors de la crise, les FDS n'ont rien reçu. P10 0016 0175, page 0177. L'idée d'une armée bien équipée et lourdement armée en Côte d'Ivoire est une pure fiction. Le prétendu armement des forces régulières et républicaines en Côte d'Ivoire n'a jamais existé. L'affaire des hélicoptères bélarusses qui a forcé l'ONU à s'excuser d'avoir faussement accusé l'État bélarusse d'avoir livré les hélicoptères à la Côte d'Ivoire démontre parfaitement que l'histoire d'armement des forces régulières en Côte d'Ivoire était complètement imaginaire. Document de la Défense 06 74 et 15 59. Absence de coordination. Excusez-moi, je vais vous interrompre. On me dit que vous allez trop vite et surtout quand vous citez les numéros des REN. Et ça, c'est très difficile alors pour noter les numéros dans le transcript. Il faudrait que vous le disiez plus lentement. Et ça aussi souligne l'importance que vous nous donniez les présentations écrites à la fin de la journée pour vraiment pouvoir compléter les transcripts. Et j'imagine que vous avez donné votre présentation hier aussi au procureur. Non, ce n'est pas le cas, Madame la Présidente. On a reçu les PowerPoint, mais on n'a pas reçu les présentations écrites. Le texte, on n'a pas reçu. Alors, les textes ont été lus, il est clair, on voit bien, il y a un lutrin. Certainement que si une version a été remise en plus aux interprètes pour la traduction, la sténotypie, qu'on pourrait nous remettre les présentations écrites telles que l'accusation le fait également. Parce que vous avez bien noté qu'il est impossible de suivre les transcrits au niveau des ERN. Alors là, on est en train de faire un exercice de noter à la va-vite, mais on est toujours dans le flou parce que la défense ne nous remet pas ses présentations écrites. Non, c'est bien noté et c'est absolument essentiel que vous donniez les présentations écrites au procureur, à la Chambre, parce que vraiment c'est difficile de suivre le numéro et en plus de le faire plus lentement ici dans la salle. J'espère que ce soir,
même avant, si vous déjà avez les présentations écrites que vous avez faites hier, vous pouvez les donner au procureur comme on avait accordé et passer aussi une copie à la Chambre et à la fin de la journée aussi. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Je m'excuse pour être allée trop vite. Je ferai attention. Voyons maintenant ce que le procureur nous propose comme coordination de la mise en œuvre du prétendu plan commun. Le procureur allègue que le président Gbagbo aurait tenu des réunions et se serait régulièrement entretenu avec des membres de son entourage immédiat, dont Mme Simone Gbagbo, Blé Goudé et le haut commandement des FDS. Le président Gbagbo s'est certainement souvent entretenu avec Mme Simone Gbagbo, c'est son épouse. Cependant, le procureur n'apporte aucune preuve que ces entretiens avaient un lien quelconque avec la crise post-électorale et encore moins avec les événements incriminés. Quant aux réunions avec Blé Goudé, il y en avait eu. Blé Goudé était à l'époque le ministre de la Jeunesse. Il y avait des réunions avec Blé Goudé et avec d'autres ministres. Le président Gbagbo et le président de la République, l'État est dans une période de crise. Quoi de plus normal que de tenir des réunions et d'essayer de trouver une solution et une sortie de la crise. Les réunions, il y en avait, certainement. Seulement le procureur n'a pas apporté la moindre preuve que ces réunions auraient eu pour objectif la mise de place des actions criminelles. Dans le DCC, une seule réunion est identifiée, celle du 3 décembre 2010. Le problème avec cette réunion du 3 décembre 2010 est qu'on n'a aucune indication qui a assisté à cette réunion et encore moins quel était l'objectif de cette réunion et surtout rien ne nous montre que cette réunion avait un objectif criminel. En réalité, nous ne savons rien sur cette réunion. Il existe un document manuscrit 0018 02 20 qui en parle, mais personne ne sait si c'est un agenda, un ordre du jour ou un compte-rendu. Par ailleurs, si cette réunion n'a jamais eu lieu, son caractère était plutôt humanitaire, car à la page 0022, on peut lire qu'il était prévu d'apporter assistance à toutes les populations en difficulté. Nous précisons que l'assistance est prévue pour toutes les populations sans aucune distinction. Rappelons que le plan commun aurait pour but les violentes attaques contre Alassane Ouattara, les membres du cercle politique de ce dernier et les civils perçus comme ses partisans. Or, lors de la réunion du 3 décembre 2010, la discussion portait sur l'assistance à la population. Si cette réunion existait, elle ne peut être considérée comme une contribution au plan commun allégué. Il y avait aussi des réunions quotidiennes à l'état-major général. Mais le président Gbagbo n'y assistait pas. Même le chef de l'état-major particulier auprès du président Gbagbo, le général Touvolibi Zogbo, n'assistait pas à ces réunions. 0011 0395, page 0411. Le procureur prétend que le président Gbagbo était tenu du contenu de ces réunions. Mais quelles preuves nous avons? En effet, les preuves du procureur démontrent que le président Gbagbo avait très peu de contact avec les commandants des forces armées pendant la crise post-électorale. Le chef de l'état-major l'a rencontré à peine 3 fois. Lorsque les généraux voulaient que le président soit informé, ils lui envoyaient des messages par son responsable militaire, le général Touvolibi Zogbo. Mais ça aussi, c'était rare.
0011 0361, page 0364 et 0011 0395, page 410 et 411. Nous n'avons aucune trace d'un tel message dans le dossier. Le commandant du SECOS, lui, il avait 2 réunions avec le président. Et lors de ces 2 réunions, le chef de l'état-major a assisté aussi. Donc ces 2 réunions font partie des 3 réunions du chef de l'état-major. Les réunions auxquelles le commandant du SECOS a assisté sont certainement les réunions du Conseil supérieur de la défense, auxquelles se réfère le ministre de la Défense dans son attestation, et qui était convoqué à 2 reprises lors de la crise post-électorale. Document 1273, page 1297. En tout, le procureur a trouvé la trace de 3 réunions entre les commandants militaires et le président Gbagbo pendant toute la période de la crise, donc dans une période qui durait pratiquement 5 mois. 3 réunions. Comment peut-on qualifier ces 3 réunions des réunions fréquentes? Comment peut-on conclure sur le fondement de ces 3 réunions, en absence des rapports, que le président Gbagbo était informé du contenu des réunions à l'état-major général? Comment peut-on prétendre qu'il s'entretenait en tête-à-tête avec les commandants de haut rang pour faire point sur ces réunions? N'ayant pas de réunion entre le président Gbagbo et le chef militaire, le procureur essaye d'imputer au président Gbagbo les activités de son épouse, Madame Simone Gbagbo. Madame Simone Gbagbo, bien qu'elle appartienne à la même famille politique que son époux, a sa propre carrière politique et mène sa propre vie politique. Madame Simone Gbagbo était secrétaire générale du Congrès national de la résistance pour la démocratie, CNRD, et députée d'Abobo. Dans le cadre de ses fonctions, qui ne dépendaient ni de la fonction ni des activités de son époux, elle a effectivement tenu des réunions et même une campagne contre les formations armées pro-rebelles à Abobo. Elle a surtout fait le nécessaire pour apporter assistance aux populations qui en avaient besoin. P9 0011 0361, page 0371, et P11 0016 0301, page 0309. Selon le procureur, le président Gbagbo participerait souvent aux réunions de crise convoquées par Madame Gbagbo. Mais en réalité, on n'en sait rien. Le témoin P69 était plutôt évasif sur ces réunions et il ne sait même pas qui les convoquait. Quant au témoin P44, il était catégorique. Le président Gbagbo n'y était pas. 0014 0073, page 07, page 0079. Le témoin P11 a également dit que le président n'y était pas. 0016 0301, page 0309. Concernant les réunions du CNRD, le CNRD est un mouvement politique. Ce mouvement était proche de la majorité présidentielle, mais nous n'avons aucune preuve susceptible à faire croire que le président Gbagbo y participait activement au moment de la crise. Lorsque le procureur se réfère à ce que Mme Gbagbo aurait noté lors de ces réunions, il se réfère à un agenda pour lequel il soutient qu'il appartenait à Mme Gbagbo, sans qu'on sache s'il lui appartenait vraiment. Et lorsqu'il soutient que celle-ci aurait noté dans cet agenda qu'il fallait se battre et triompher, et afin d'y parvenir qu'ils allaient consulter le président de la République, le procureur fabrique une preuve de toute pièce, mais sans appui réel.
car dans l'agenda, on peut lire effectivement qu'il fallait se battre et triompher. En revanche, dans cet agenda, il n'y a rien qui indique que le président sera consulté afin d'y parvenir. L'agenda indique tout simplement, et bien plus bas que la phrase précitée, sans qu'on puisse établir un lien entre les deux phrases. Consultez les Ivoiriens, consultez le père. Document 0018, 0881, page 0888. Acceptons que PR signifie président de la République. Mais aucun lien n'est possible entre ces consultations prévues et le besoin de se battre et triompher. Par ailleurs, quiconque a écrit ces mots, il a d'abord pensé aux Ivoiriens, car avant de consulter qui que ce soit, selon cet agenda, les Ivoiriens devaient être consultés. Selon le procureur, Madame Simone Gbagbo aurait fait un amalgame entre les gens du Nord et les rebelles. Compte rendu du 21 février, page 4. Ce n'est pas Madame Gbagbo qui fait l'amalgame, c'est le procureur. Au cours de la même audience, il reproche à Madame Gbagbo d'avoir écrit, lors d'une réunion du CNRD, dans son agenda, 0018 0810, page 0832, incitation à une réplique par les FDS à armes rebelles. Est-il étrange de vouloir répliquer aux armes rebelles qui attaquaient les institutions ivoiriennes et les populations civiles? Et comment se fait-il que le procureur n'a pas remarqué que la même page porte l'inscription suivante: organiser la campagne d'apaisement dans les régions pour éviter l'affrontement. Lorsqu'on lit la totalité de ces notes, on s'aperçoit que celui ou celle qui a écrit ces notes fait bien la distinction entre les gens du Nord et les rebelles, et que la dite réunion du CNRD n'avait qu'un seul objectif, l'apaisement de la situation. D'ailleurs, sait-on à qui appartient cet agenda? Pas vraiment. Le procureur affirme qu'il appartient à Madame Gbagbo parce qu'il était trouvé à la résidence. Nous avons expliqué au début de cette présentation que nous avons des doutes sur les documents provenant de la résidence présidentielle et nous avons dit pourquoi, donc je ne reviendrai pas sur ce point. Ensuite, on peut trouver dans le DCC que lors des réunions, les participants ont délibérément évité de débattre de la nécessité de mettre un terme au massacre des civils, en dépit des critiques largement diffusées dans les médias. Tout d'abord, les autorités et les forces de l'ordre n'interviennent pas en raison des critiques qui leur sont adressées par les médias. Et la réalité des faits est malheureusement souvent différente des reportages médiatiques. Mais de plus, nous n'avons pas vraiment la preuve des discussions lors des différentes réunions. Mais peu de réunions dont nous avons connaissance, par exemple, les réunions quotidiennes qui se sont tenues à l'état-major, avaient justement pour but de trouver une solution à la situation intenable et notamment une solution permettant de mettre fin aux souffrances de la population. Madame Simone Gbagbo a également convoqué des réunions afin de discuter de la montée de la violence et de trouver une solution pour y mettre fin. 0016 0449, page 0464. Les participants à ces réunions n'ont pas eu toujours beaucoup d'informations sur les événements. Mais les événements étaient débattus et personne n'a jamais été empêché de les évoquer. 0016 0130, page 139,
0016 0152, page 0154 0155, 0014 0326, page 0337 et 0338, 0014 0340, page 0345. De plus, lorsque les attaques des rebelles se sont intensifiées, un poste du commandement de crise a été mis en place pour contrecarrer ces attaques, puisque le rôle principal des FDS était d'assurer la sécurité de la population. P9 0011 05 56 05 58. Finalement, les membres du gouvernement se sont entretenus des événements qui étaient rapportés par les médias et le ministre de la Défense a demandé un rapport au chef de l'état-major et au commandant supérieur de la gendarmerie sur les événements qui se seraient produits lors de la marche des femmes. Pièce 4508, pages 4510 et 4511. Madame la Présidente, pourrions-nous passer brièvement en audience à huis clos partiel? S'il vous plaît, Madame le greffier d'audience, nous passons en audience à huis clos partiel.